Mère-fille, cellule de destruction. Personnage. La mère, Vera Coit. La fille, Evita Coit. Le prétendant, Céladon Kelmer. Le personnage réel fiction, Verita. Séquence 1. La mère est seule en scène. Assise dans son fauteuil rouge, entourée de pendulettes et d'horloges, se succèdent noir et lumière. La mère enchaîne des actions diverses. Elle coud, tricote, remonte ses pendules, regarde la télévision, prépare des aliments pour la cuisine. Ce sera son activité principale tout au long de la pièce, haricots, oranges, poissons. Le monologue est un monologue intérieur. La mère peut l'énoncer pour le public ou pour elle-même. Il pourra être relayé par une voix off ou par la comédienne du réel fiction qui le dira au micro. Les deux comédiennes peuvent interagir par la voix, mais la mère ne note pas la présence du personnage réel fiction puisqu'il ne relève pas du même monde, de son monde. Le personnage du réel fiction ne participe pas à la fiction au même niveau que la mère. Moi, la mère, sait que son enfant apparaîtra. Ou plutôt, dans une demi-heure, si les conditions sont favorables. Et néanmoins, elle l'attend déjà. Nous ne sommes pas très sportives. Je n'ai jamais vu pratiquer un sport de plus près qu'à la télévision. En hiver, nous préférons nous retirer de bonne heure avec un bon policier. D'ailleurs, vous savez, d'une manière générale, nous aimons vivre retirés. Retirés de tout. On sait ce que l'on quitte, et on ne préfère pas savoir ce qu'on va trouver. On risque de s'y casser le nez. Comment savoir où tout se trouve à tout moment? Mon remuant trésor, où est-il donc encore fourré? Dans quel lieu ne fenêtre-t-il pas? Seul ou en compagnie? Ce vif argent, cette Evita fuyante comme une anguille. Dans quelles eaux ne fait-elle pas des siennes en cet instant précis? Et si tard, Madame Coit, mère, ne déserte jamais son rayon d'action domestique pour aller se coucher avant que sa fille ne soit rentrée saine et sauve à la maison. Aujourd'hui, elle hurlera. Il en faudra du temps avant qu'elle ne soit amadouée. Et aussi, qu'Evita lui rende une bonne douzaine de petits services d'amour hautement spécialisés. Car depuis ce soir, une chose est sûre et certaine. La mère se sacrifie. Et l'enfant ne lui consacre même pas une seconde de son temps libre. Comment d'ailleurs la mère pourrait-elle s'endormir avec la crainte d'avoir à se réveiller lorsque la fille grimpera dans sa moitié de lit conjugal? La mère en a assez d'attendre. Et les saucisses qu'elle fait cuire n'aiment guère attendre non plus. Un rôti à l'heure qu'il est serait déjà transformée en carne immangeable. Elle sort les vêtements d'Evita et les dispose dans l'espace scénique. Elle construit la punition d'Evita. L'égoïsme et l'obstination d'Evita. Égoïsme qui dénote aussi le fait qu'il est déjà 10 heures passées et que la mère est toujours seule avec elle-même. C'en est trop. À qui parler après la fin du film à la télévision? Il y a bien encore un débat de nuit, mais elle ne tient pas à le regarder car elle s'endormirait. Ce qui est hors de question avant d'avoir réduit l'enfant à l'état de pelote informe et humide. Elle veut rester tout à fait éveillée. Un enfant doit spontanément rendre des comptes à sa mère, qui toutefois ne croira pas. Car l'enfant aime bien mentir. J'attends encore, mais juste le temps de compter jusqu'à 3. La fille est en scène finalement, ou bien elle a été présente depuis le début. Séquence 2. Evita entre avec un cadeau à la main, un bouquet de fleurs, des tulipes rouges. Les saucisses n'auront plus longtemps à attendre. Evita est déjà en route vers elle. Je m'appelle Eva Coit. Enfin, ma mère m'appelle Evita.
À cette heure, la mère attend déjà à la maison. Elle regarde l'horloge de la cuisine, pendule impitoyable dont les tic-tac ramèneront sa fille au plus tôt dans une demi-heure. Mais la mère, désœuvrée comme elle est, préfère faire des provisions d'attente. Si jamais un jour Evita rentrait plus tôt que prévu et que sa mère ne l'ait pas attendue. Evita entre dans le champ de vision de la mère. Pour quelle raison n'entres-tu que maintenant, si tard, à la maison? Tu crois peut-être que je ne découvrirai pas où tu as été, Evita? Un enfant doit spontanément rendre des comptes à sa mère, qui toutefois n'y croira pas. Car l'enfant aime bien mentir. J'attends encore, mais juste le temps de compter jusqu'à 3. Tu veux toujours tout pour plus tard, rien sur le champ, sauf moi, que tu veux à tout instant et qu'à tout instant tu veux savoir où joindre en cas d'urgence. Maman pourrait avoir une crise cardiaque. Ton principal souci, maman, c'est d'attacher ton trésor le plus court possible pour l'empêcher de filer. C'est à quoi sert le poste de télévision qui livre à domicile de belles images. Evita s'approche de sa mère pour l'embrasser et lui donner les fleurs. Sa mère essaie d'attraper son sac pour voir ce qu'il y a dedans. Evita se défend. Elle lui tape dessus avec son bouquet de tulipes. Ton goût effréné pour les frivolités mérite une punition. Jusqu'ici, c'est la vie qui t'a puni en t'ignorant. Dorénavant, c'est ta mère qui s'en chargera. Elle t'ignorera même si tu t'accoutres et te barbouilles comme un clown. Lâche, donne-moi ça! Garce à garce, donne-moi cette robe! La mère sort du sac de sa fille une robe en moule. Elle la déploie. Regarde-toi, habillée comme une pute. Elle regarde alternativement sa fille et la robe. Je veux faire des économies maintenant pour pouvoir en jouir plus tard. Et voilà que tu ne trouves rien de mieux que de t'acheter une robe. Robe encore plus périssable qu'un filet de mayonnaise sur un canapé au poisson. L'année prochaine, non, dès le mois prochain, elle sera complètement démodée. L'argent, lui, ne se démode jamais. L'argent de cette robe était destiné à la caisse d'épargne. Le voici dépensé avant-hier. Dire qu'à toute heure, on aurait pu contempler cette robe sous forme de dépôt sur le livret du plan épargne logement de la caisse épargne d'Écureuil, à condition d'avoir eu le courage d'aller jusqu'à l'armoire à linge où, caché derrière une pile de draps, le livret pointe le bout du nez. Mais aujourd'hui, il a fait une virée. Un retrait a été effectué. Et voilà le résultat. Chaque fois qu'on voudra savoir où tout ce bon argent est passé, il faudra qu'Evita enfile cette robe. Tu aurais été récompensé plus tard. Tu as tout gâché, par ta faute. Plus tard, nous aurions eu un nouvel appartement. Mais tu n'as pas été capable d'attendre. Et tout ce qui te reste, c'est cette loque qui sera vite démodée. J'ai décidé que je ne porterai jamais ces vêtements. Jamais je ne porte l'une de ces toilettes. Leur rôle est de m'attendre jusqu'au moment où je rentre le soir. Car elles sont à moi, à moi. Bien sûr, tu peux les prendre et les vendre, mais pas les mettre. Ces toilettes ne te vont pas. Tout est entièrement à moi, à moi. Elle étale dans l'espace les robes que sa mère n'a pas encore sorties. Evita ressent en elle le violent désir d'obéir. Pour cela, elle a sa mère à la maison. Laisse-moi enfin mener ma propre vie, j'y ai bien droit, rien qu'en vertu de mon âge. Ici, déjà, dans cette porcherie qui s'écroule peu à peu, j'ai déjà mon propre royaume où je règne sans partage, sous tutelle. Pour Evita, la décrépitude frappe à la porte d'un doigt furtif. À cette morne collection, il ne manque, Dieu merci, qu'une robe de mariée. La mère ne souhaite pas devenir mère de mariée. Elle veut rester une mère ordinaire et se contente de ce statut. En lui montrant les dégâts causés par la bataille de Tulipes, la mère ordonne à Evita de nettoyer. Tu t'arranges toujours pour que ce soit moi qui nettoie tes saletés. En fait, il est bien difficile de jouir de la vie quand on a l'épargne dans le sang. Mais il faut bien qu'un beau jour dans la vie, le bonheur embrasse également la personne condamnée à toujours nettoyer les saletés des autres. Quand on sait s'organiser, c'est économiser. Quand on sait économiser, on s'organise mieux dans la vie. On peut faire des économies sur tout. Au lieu d'un filtre à café, par exemple, on peut aussi bien utiliser du papier cul. Et à la place du papier cul, on peut mettre du papier journal qu'on ramasse dans la cage d'escalier, là où se trouve le vieux papier destiné au recyclage.
D'ailleurs, en ce qui me concerne, je me passe déjà complètement de café. Car heureusement, ça ne me réussit absolument pas le café. Evita s'exécute, elle nettoie les dégâts qu'elle a causés. Tu ne veux pas prendre un chien? Je vois des vieilles femmes en fichu qui sortent la nuit leur chien pour la dernière fois de la journée et qui espèrent au moins une fois rencontrer un vieil homme seul qui lui aussi aurait un chien et serait veuf de surcroît. J'ai déjà mon chien, merci. Un ridicule caniche nain qui ne deviendra jamais un berger allemand, malgré mes prières. Je vais nous faire un bon café et nous le boirons ensemble. Il y a encore un bon film à la télévision, nous le regarderons ensemble. C'est un film de Pasolini. C'est Médée. Non, c'est sa dernière création, Calderon. Les voisins pourront toujours se plaindre du bruit de main, c'est la mère qui copera. Ma vie vient d'être abrégée d'un bon mois. C'est la mère qui a commencé. Tout ceci était-il bien nécessaire? Non, cela n'aurait pas été nécessaire si ma fille rentrait régulièrement à l'heure. La mère se lève de son fauteuil pour préparer le café. Tout ce que Evita entreprend contre sa mère, elle le regrette bien vite. Parce qu'elle aime cette maman, qu'elle connaît depuis sa plus tendre enfance. Elle n'est plus toute jeune et s'en ira un jour. Evita est un instrument compact revêtu d'une forme humaine. À l'intérieur du ventre, au-dessus du col, il y a pourtant bien un organe mobile, mais à quoi peut-il bien servir chez Evita? Et une mère, ce n'est pas tout, même si chacun n'en a qu'une. Et c'est encore la mère qui a appris à l'enfant que l'une des conditions fondamentales de l'amour est de se sentir valorisé parce qu'un autre vous place au premier rang de ses aspirations. La mère revient avec le café. Elle boit son café qu'elle accompagne d'un verre de liqueur. Une semaine s'est passée sans avancer. Une semaine pour dire une année ou autant d'années à vivre à tes côtés. Une vie sans avancer. Je suis là et tu es à la même place que moi. Sans me laisser celle qui me revient. Là où tu prends toute la place, tu prends trop de place. Cesse d'être en moi. Moi est une autre. Tu entends ça? La mère allume la télévision. Elles prennent le film en cours. Viens, assieds-toi enfin, Evita. Il a un sens sensé, ce film. C'est du repos pour ta conscience. Un film de qualité montre la vie comme elle pourrait être si les hommes étaient aimables envers les autres. Il faut montrer des gens bien dans les films pour que les gens deviennent plus aimables envers les autres, surtout les jeunes, avec les personnes du troisième âge. Elle regarde le film. Séquence 3. Elles sont couchées dans le même lit. Complètement seule. La mère, une fois de plus, dort profondément. Trop de liqueur en est la cause. Evita croit mettre fin à sa solitude auprès de sa mère. Les larmes ruissellent sur sa peur. Elle est toute seule. Ah oui, en amour, aucune femme ne reste longtemps sublime. Hein. Très vite, les jeunes messieurs tournent ses maladresses en ridicule. Puis on lui ment, on la trompe, on la torture, on ne lui téléphone plus que rarement. La femme attend encore, mais en vain. Et pendant ce temps-là, l'homme prodigue résolument ses soins à d'autres femmes dans une vie parallèle. Evita essayait de les enchaîner à elle, par la passion et le plaisir, pas l'homme, mais les hommes. Une descente à l'intérieur du corps n'explique qu'imparfaitement les choses et n'élimine pas les doutes. Même si on ouvrait la femme au scalpel, on ne verrait que boyaux et organes internes. L'homme doit avoir souvent l'impression que la femme lui cache quelque chose d'essentiel dans le désordre de ses organes. Evita sait pourquoi elle se protège de la passion. Peut-être est-ce le dernier qui me désire. Bientôt je serai morte, plus que 35 ans. Vite, prenons le train en marche. Une fois morte, plus moyen d'entendre, de sentir, de goûter. C'est encore près de sa mère devant la télévision qu'elle est mieux. Vera Coït ne dort plus avec Monsieur Coït. Et c'est moi qu'elle a choisi pour le remplacer.
La mère parle dans son sommeil. Qu'elle s'abstienne de choisir un partenaire pour la vie. Elle manque de souplesse. Reste donc comme tu es. Je t'assomme si jamais on te repère en compagnie d'un homme. On emmène mon papa à l'hôpital psychiatrique. La mère se réveille. Evita aime son père parce que tout enfant doit aussi aimer son père. Mais tu savais que nous ne pouvions pas le garder. Je sais, Evita. Evita et son papa. Oh, Evita et son papa. Oh, oh, ben oui, alors, Evita et son papa. Oh, ça, oui, alors, oui, la maman et son papa, pas touche, J'ai vu que Votila t'avait donné son numéro de téléphone. Non, c'est tout à fait faux. Si, il t'avait donné un petit bout de papier. Il ne m'a jamais donné son numéro de téléphone. Oui, mais je l'ai jeté. Tu n'es pas laide? Tout ce temps, Votila t'a toujours rendu de menus services, comme t'as porté tes courses lui-même, jusque sur le palier. Votila n'est qu'un vulgaire boucher, comment pourrait-il prendre la place de mon papa? Petit papa, qui l'a emmené dans son camion réfrigérant, comme un vulgaire quartier de viande. Tu sais par cœur les prix que pratique Votila sur son pâté de foie? Et sur la viande? Ouais. Parce que ce n'est pas tout, mais tous ces menus services, il va bien falloir les payer, sous forme d'achat, de plus en plus important à la boucherie. Au prix où tout coûte, le service revient cher, et adieu le bel appartement. Nous faisons des économies sur les taxis que nous ne prenons pas. C'est surtout sur la nourriture qu'on peut faire de belles économies. J'ai un bon tuyau avec ce Votila. Chez lui, le pâté de foie est en promotion permanente. Il a eu une vie vraiment intéressante, Votila, parce qu'en fait, il est né en Pologne. Il m'a raconté tout ça un jour, qu'il m'a rendu visite. D'accord, comme ça, Votila t'a rendu visite. C'est ça. Il m'a apporté des fleurs et 1 kilo de viande au pot-au-feu. Là, à cette place, nous étions assis, tout était chargé d'un sens si profond. Oui. Ce jour-là, je suis rentrée et ça puait la pâté de foie. Séquence 5. On sonne à la porte. Qui peut bien oser nous déranger, comme toujours, à cette heure tardive? Céladon Kelmer se présente à l'hygiaphone. Monsieur Céladon Kelmer pour Mademoiselle Coït. Il attend Fille. qu'Evita sorte pour lui parler, tout en s'allumant une cigarette. Hommes et femmes tombent face à face, mais pas par hasard. Evita sort à la porte pour recevoir Céladon Kelmer, sans le laisser pénétrer dans l'antre. La mère suivra la conversation depuis la vidéosurveillance de l'hygiaphone. Je vous conseille de décamper sur le champ, monsieur Kelmer. Bien que je n'ai guère envie de rencontrer votre mère, j'exige. Allons quelque part où nous pourrons enfin parler en tête-à-tête. Votre chambre, par exemple. Je veux avoir une conversation. Avez-vous déjà lu ma lettre, monsieur Kelmer? Qu'est-il besoin de l'être entre nous? C'est encore près de sa mère devant la télévision qu'elle est le mieux. Elle fait mine de rentrer et de refermer la porte. Que la volonté supérieure d'Evita puisse un jour cesser de tout régenter n'effleure même pas l'esprit de cette dernière. Pourtant, elle-même est régentée à longueur de journée par la volonté supérieure de sa mère. Les signes ne trompent pas. C'est pour l'amour de Kelmer qu'Evita s'est ostensiblement pomponnée ces derniers temps. Cette femme s'est fait belle pour un homme, pour l'amour de moi. La seule parure acceptable à mes yeux sur un visage agréable qui n'est pas pour me déplaire, c'est la propreté. Evita se ridiculise inutilement. Une douche, 2 fois par jour, voilà comment j'entends l'hygiène corporelle, et ça suffit. Séduire l'homme du mieux qu'elle peut, voilà ce qu'elle veut. Mais elle n'éveille en lui que ses plus mauvais penchants. On ne réveille pas un tigre qui dort, ou je ne ferai de vous qu'une bouchée. Que n'ai-je plutôt forcé mes armoires afin d'accélérer l'évolution de cette liaison compliquée? Et vous arborez ce nouveau chapeau, genre cow-boy, agrémenté d'un ruban et d'une petite bride, du même tissu que le chapeau, grâce à laquelle vous le fixez sous le menton pour l'empêcher de s'envoler par grand vent. Jeans et t-shirt suffisent amplement aux exigences de Kelmer, et il en a. Le loup ne connaît pas de meilleur compagnon que lui-même avant de rencontrer la chèvre. Rares sont les femmes qui savent attendre l'homme qui convient. La plupart prennent le premier, le moins bienvenu. Evita choisit
Le dernier venu, c'est effectivement le meilleur de tous. Elle a tout noté par écrit. Elle veut se laisser littéralement aspirer par l'homme jusqu'à ne plus être. Ne sens-tu pas que nous sommes seuls au monde? Le seul risque d'échec est que Kelmer lise la lettre et la désapprouve. Par dégoût, par pudeur ou par crainte. Que l'amour peut être beau quand le moi a trouvé le vrai toi. Qu'avons-nous besoin d'échanger des lettres quand un simple échange de baisers suffirait? Evita, vous pouvez tout, vraiment tout dire. Inutile d'écrire exprès. La gêne, qu'est-ce? Il faut donc vous contraindre au bonheur? Savez-vous la chance que vous avez d'être tombé sur moi? Avec mes atouts, mes avantages, mais aussi mes défauts, car je suis vivant. Mais attention, car l'homme, bien souvent, de la femme se lasse. Evita a une longueur d'avance, elle est déjà au courant. D'où la lettre qu'elle impose à Kelmer, et dans laquelle elle relate comment rallonger le cas échéant, journée de leur relation, lit la lettre. Kelmer a ouvert la lettre, il la parcourt et en lit stupéfait des passages à haute voix. Mon vœu le plus ardent, mon Kelmer adoré, est que tu me punisses, que tu aies plaisir à m'attacher, me lier, me ligoter, me ceinturer à l'aide de cordes que j'ai rassemblées. Ce faisant, donne-moi des coups de poing dans l'estomac et assieds-toi si solidement sur moi que j'en reste aplati. Tu ne parles pas sérieusement. C'est bien imaginé. Tu me laisseras des heures entières attachées. Je veux m'effacer, m'éteindre complètement sous toi. Je me demande ce que tu t'imagines au juste. Je voudrais savoir pour qui tu te prends. J'ai l'impression que tu n'as même pas honte. Avant de venir, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, je m'attendais à mieux. Qu'est-ce que tu me veux? As-tu bien compris? Qu'en devenant maître, tu ne deviendrais jamais maître de moi. Dans mes chères habitudes, il est un point au-delà duquel je n'irai jamais. Il faut connaître ses limites. Et la limite commence là où on ressentirait de la douleur. Non que je manque de cran, mais je ne veux pas. C'est à moi que tu voudrais donner des instructions. Et en plus, il faudrait que j'obtempère sur le champ. Mais pour qui te prends-tu? Cette lettre, c'est un catalogue, un inventaire de souffrances. Tu veux donc que je te traite comme un simple objet. Tu n'as pas perdu la boule. Ce n'est pas ce que j'espérais de notre relation, Evita. Continue, je t'en prie, ce n'est pas ce que tu crois. Tu m'enfonceras le plus loin possible dans la bouche de vieux banilons que je tiens prêt et me bâillonneras avec un tel raffinement que je ne pourrai plus émettre le moindre son. Non, ça suffit comme ça. Tu veux une gifle? Si je continue à lire, ce n'est que par pur intérêt pour le cas clinique que tu représentes. Tu n'es quand même pas si laide. Tu n'as aucune disgrâce physique apparente, excepté ton âge. Tes dents sont d'origine. Et ma récompense à moi dans tout cela? Les coups, ça se mérite. Ce n'est pas permis de toujours prendre sans rien donner. Kelmer lève la main pour la frapper sans achever son geste. S'il te plaît, ne me fais pas mal. Ce qui est écrit là est le fruit de longues années de réflexion secrète. À présent, Evita espère que grâce à l'amour, rien ne se réalisera. Une déclaration d'amour inconditionnelle. L'amour excuse et pardonne. Tu m'en veux à présent? J'espère que non. Il n'est d'ailleurs pas indispensable de t'attaquer aujourd'hui. Pourquoi ne pas renvoyer les affaires à demain? Dis-moi des mots d'amour. Fais fi de cette lettre. J'espère avoir trouvé mon sauveur. Evita a une peur effroyable des coups. Je t'en prie entre nous. J'ai encore beaucoup à apprendre. Ça ne fait rien. Merci bien, je t'en prie. Je t'en prie. Ce que je t'ai écrit n'était pas une plaisanterie. Tu ne vas tout de même pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Si j'osais te demander de me consacrer quelques lignes personnelles, le ferais-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en dis-tu? Au revoir.
Je ne te toucherai pas, même pas avec des pincettes. Tout à l'heure, l'amour était au rendez-vous, mais il s'est envolé. Et en ce qui me concerne, je ne lui courrai pas après. Tu me remplis d'horreur. Sale vieille peau. Espèce de grosse truie. Sac d'os racorni. Oser me faire une telle proposition. Il lui jette la lettre à la figure. Nous n'avons plus rien à nous dire. Il va pour partir, mais se retourne vers Evita. Vous êtes vieille. Une femme dans un tel état n'a rien à espérer de moi en ce qui concerne l'amour. Je vous ai sur ce point toujours joué la comédie. C'était une expérience scientifique en vue de progresser dans la vie et les sentiments. Je suis encore jeune. J'ai toute la vie devant moi. La belle vie ne fait même que commencer. On ne saurait dire que tu es jeune, n'est-ce pas, Evita? Tu devrais t'en tenir à des gens de ton âge, ou plus âgés. Épargne-moi. Cette lettre seule ne justifie pas pareille punition. Où elle est cette lettre, maintenant? Je ne voulais pas insinuer autrement. Alors, sois plus précise la prochaine fois. Savez-vous que seulement que vous puez, hein, Madame Evita? Evita en peste au point d'imprégner l'espace de son odeur répugnante. Enculez la ville, hein. Épargnez à mes jeunes narines innocentes cette odeur très particulière et répugnante. Pouah! Ah, vous n'imaginez pas ce que vous en pestez, Madame le professeur. Si tu n'étais pas déjà une victime, tu ne pourrais en devenir une. Non, eh bien salut, je suis obligé de partir maintenant. À deux femmes seules qui vivent ensemble, ça ne vaut rien. Je ne file pas l'anglaise, hein, tu vois. À 2 reprises déjà, je t'ai fait mes adieux à voix haute. À qui est ce chien crevé? Il s'en va. Evita referme la porte. Elle ne se décide pas à rejoindre sa mère. Merci. Mais oui, moi je pense qu'il y a un point de vue de Haneke qui est erroné. Oui, moi je trouve aussi. Pour moi, l'axe du film, c'est le rapport entre la mère et la fille génère une perversion sexuelle chez la fille. C'est ça que moi je vois dans ce film. Et voilà, donc ça peut faire un dramatisme qui est dans l'œuvre. Oui. Mais il tire, je sais pas, du coup ça tire du côté de l'anecdote, ça rétrécit. Ça rétrécit profondément. Ça le frôle la perversion. Or c'est tellement plus. Oui, c'est tellement plus. C'est tellement plus. Non, mais c'est intéressant. C'est bien. Et on avait justement, dans cet extrait, on avait ça justement. Oui, tout à fait. Oui, une force, un texte qu'il n'y a pas dans le film. c'est ça, c'est cool. Ce qu'il y a dans le livre et qui n'est pas dans le film, c'est le langage. C'est la langue. Oui, exactement. Mais le film, c'est un niveau de Haneke surtout. Oui. L'écriture de Juliette. De Jennifer. Oui. C'est très réducteur. Oui, parce qu'il y a une complaisance dans la façon dont vous l'avez donné de la mère que je trouve très juste. Elle jouit de ça, presque elle s'entend parler. Enfin, c'est derrière, mais c'est vraiment. Qu'elle a un côté. Oui, complète. Elle est complète. C'est ça. C'est juste ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est difficile à rendre, on n'y arrive pas toujours, mais c'est une langue, quand on la lit à haute voix et qu'on la travaille, elle apparaît au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il faut vraiment découper le langage, dire une partie de la phrase, se laisser surprendre par la partie qui suit, et ainsi de suite. L'oreille travaille vraiment. Elle travaille vraiment. C'est pas plein de révélation. C'est vraiment intéressant. On éprouve beaucoup le plaisir de la lecture, mais ça c'est autre chose. Oui, c'est exactement. Ça donne envie, hein, Judith. Franchement, on va se rappeler. Ça me donne envie.
de faire. Moi, ce que je veux faire ici, c'est des lectures, de toute façon aussi. Oui, oui. Et voilà, c'est très très intéressant. Si vous pouvez mettre en place quelque chose, vous en discutez, mais ça inspire d'autres rencontres. Ça inspire d'autres rencontres, vraiment. Ah oui. 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 Et Jacques Tardy. Mais il est le choix. Alors, Schwab est beaucoup dans la structure générale. C'est-à-dire que dans la pièce, j'ai composé une structure. Alors, j'emmène le texte ailleurs aussi. C'est-à-dire que je compose le texte avec 2 journées. Et la deuxième journée, en fait, c'est moi qui l'ai écrite. Et la fille revient de l'extérieur, elle s'est habillée, pomponnée. Ce qui se passe un peu dans le roman, quand elle fréquente Kellner. Et en fait, elle lui raconte qu'elle a vu un gynécologue et qu'elle a un cancer de l'utérus. Qu'elle va se faire hystérectomiser. Et ça appartient à ça vient de chez Schwab. Elle va avoir une hystérectomie et sa mère lui propose de lui prêter son utérus si vraiment elle voilà, il y a ça. Je tire vraiment vers l'horreur. En même temps, ça continue d'être drôle. Enfin, ça fait pas rire tout le monde. C'est un excès. C'est-à-dire que c'est un excès qu'on ne vit pas tout le temps. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le médium du théâtre. C'est aussi un endroit de catharsis. Donc, on peut aller très très loin et nettoyer. On aller très très loin. C'est ça qui m'intéresse. Donc, comme elle a un cancer de l'utérus, c'est après qu'elle raconte ça à sa mère que Kellner intervient. On a la scène qu'on a vue ce soir entre Kellner et Elita. Après quoi, Elita vient de se faire sabrer. Elle rentre chez elle. Il y a la scène de viol qu'il y a dans le film. Elle viole sa mère, mais elle la tue en plus. Donc ça, c'est la première fin. Et je rajoute une deuxième fin où la mère est vivante. Elle a, c'est une espèce d'image de Pietà. Elle a sa fille entre les bras. Et sa fille a un long monologue. Ce monologue, je l'ai emprunté à Hermann Broch, au Somnambule. Et c'est un texte où la prostituée des somnambules dit que les femmes, tant qu'elles n'ont pas d'enfants, leur temps est arrêté et que avoir un enfant, concevoir, c'est faire repartir le temps, que c'est une rédemption, que c'est une renaissance. Donc elle développe tout ce monologue et elle développe tout ce monologue pour dire je renonce à ça, je reste avec toi, je rentre dans ton ventre. Donc ça, la deuxième mort, il y a une deuxième fin. Ce type de structure, c'est vraiment Schwab. Il écrit beaucoup de pièces où il fait 2 types de donc il y a d'abord la mort de la mère et après il y a la mort de la fille. Oui. Mais on ne voit pas la mort de la fille. Il y a Wojtyła, en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez les deux, chez Schwab, c'est anecdotique, mais en même temps c'est intéressant. Chez Schwab et chez Jelinek, il y a un boucher charcutier. Chez Schwab, il s'appelle Karl Wojtyła, comme Jean-Paul II, il est polonais. Donc c'est le lien à la religion, au catholicisme. Donc j'ai croisé, puisque chez Jelinek, il y a effectivement le boucher qui emmène le papa à l'hôpital psychiatrique, et j'en fais un amant potentiel de la maman en agrégeant des éléments de chez Schwab. Ce que la maman dit sur tu t'arranges toujours pour que ce soit moi qui nettoie tes saletés. En fait, il est bien difficile de jouir de la vie quand on n'a pas un enfant, mais il faut bien qu'un beau jour dans la vie, le bonheur ne passe pas la personne qu'on aime à toujours nettoyer les saletés des autres. Ça, c'est Schwab. Quand on sait économiser, on s'organise mieux dans la vie, on peut faire des économies sur tout. Au lieu d'un filtre à café, par exemple, on peut aussi utiliser du papier cul, et à la place du papier cul, on peut mettre du papier journal, on ramasse dans la cage d'escalier, là où se trouve le vieux papier de vie. Ça, c'est Schwab. D'ailleurs, en ce qui me concerne, voilà. Mais j'ai gardé là dans cette version très peu de choses de Schwab, puisque je voulais privilégier Jelinek. Oui. D'accord, très bien. Très bien, ça, en tout cas, ça se compose très bien. Dans le montage, ces 3 auteurs sont vraiment très très bien. Il y a aussi Pasolini, donc ça c'est traité en vidéo, parce que du coup, comme il y a l'exclusion du tiers masculin pendant toute une grande partie, jusqu'au moment où Kellner arrive, quand elles se mettent à regarder la télévision, elles voient un extrait de Calderon de Pasolini, qui n'est pas un film que Pasolini a tourné, puisque c'est seulement une pièce. De cette pièce, il n'a pas de fait de film.
Et si vous connaissez la pièce, en fait, on joue Sylvain et moi, puisque moi je suis dans la pièce, je suis le personnage de la fiction. Sylvain est l'amoureux, on joue le roi, Basilio et la reine Loupé. Donc en fait, on joue, dans la pièce de Calderon, c'est le moment où les parents miment le tableau des Ménines pour expliquer à leur fille Rosaroa qu'il faut qu'elle dise la vérité et qu'elle avoue qu'elle est amoureuse de son père naturel. Elle ne sait pas que c'est son père naturel. Mais Basilio, qui joue le rôle du père, la mère dit « reconnais ton père, reconnais le rôle du papa et dis à ton père que tu es amoureuse de Sigismond, qui est en fait son père naturel. » Donc c'est le moment où, après qu'on ait exclu le tiers masculin, un film réintègre la position du père et la fonction qu'il doit jouer dans la famille. Puis la mère sanctionne ça en disant encore un film où on finit par divorcer comme dans toutes les familles, on s'en fout, on est à la télévision, on va se coucher, et elles vont se coucher toutes les deux dans leur vie conjugale. Voilà, fin de la première journée, deuxième journée. Donc effectivement, il y a Jelinek, Schwab, Pasolini, Hermann Brock et moi. Donc aussi j'écris et j'écris du Lion aussi. Voilà, je lis un peu tout ça. Voilà. Bravo. Merci beaucoup.